Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau numéro de Radio Peloton. On va revenir évidemment sur l'UAE Tour, sur le Tour d'Algarve aussi parce qu'on va parler de Paul Seixas. Et on va se projeter vers les premières classiques belges de la saison. Pour ce faire, bonjour Jean-Marc Guéraille, bonjour David Leher. Bonjour. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine pour l'introduction habituelle, Jean-Marc ? Del Toro. Parce qu'il a été impressionnant, il a géré ce tour comme il le voulait, à sa main. Je pense qu'il aurait même pu gagner 2 étapes. Il est parti un peu tard pour aller rattraper Tiberi lors de la fameuse ascension. Je ne parviens pas à dire le nom. Donc Jebel Mobra. Voilà. Mais je ne suis pas sûr non plus de la prononciation à la belge. Il roule à domicile. L'année dernière, c'est Pogacar. Pogacar ne vient pas. C'est Del Toro qui vient. Il le gagne en montrant qu'il peut être un patron. Je pense que s'ils sont à niveau au Tour de France, ça peut faire très très mal ces deux-là. Donc, voilà. On se posait la question la semaine passée. Tu n'étais pas là. Est-ce que Del Toro est le plus grand adversaire de Pogacar, selon toi ? Je ne pense pas que ce soit un adversaire. Je pense qu'en cas 2, ça peut être un leader de remplacement, parce que sur un tour peut arriver, on peut être malade. Je rappelle que Pogacar a dit qu'il avait eu mal au genou pendant ce Tour de France, donc il avait dû gérer. On ne sait jamais qu'à un moment donné, il y a un couac, et là, il y a un leader de remplacement. En plus, c'est un gagneur, je rappelle. Pour moi, ils peuvent faire 1 et 2. Ouais. C'est pas du tout impossible, mais comme on est belge, on aimerait bien qu'il y en ait un qui se mette au milieu. Que retiens-tu de la semaine écoulée, David ? Justement, moi je vais retenir du belge, du sprinter belge. Alors évidemment, on a une pensée pour Tim Merlier, qui est toujours pas là. Visiblement, ses problèmes de genoux, ça va un peu mieux, mais on ne sait pas encore quand il va... quand il sera au top, je veux dire, voilà. Mais on a Tom Krabbe, un gamin de 20 ans qui est de Flanders Baloise. C'est sa 2e saison chez les pros et il vient de gagner 2 étapes, une étape Étoile de Bessèges, une étape au Tour d'Andalousie. C'est quand même pas n'importe quoi comme course. Alors j'ai été voir l'année passée, il s'était déjà montré au Tour de Grande-Bretagne. Il fait 2 derrière Olaf Koy, mais devant Samuel Watson, Govekar. Donc c'est quelqu'un sur qui on pourra compter, à mon avis, dans le futur. C'est un beau gabarit, 1m80, 70 kg. Et il sera à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Donc voilà, première course pour lui. Sera aussi à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le deuxième dont je voulais parler, c'est Milan Fretin, qu'on connaît déjà mieux, puisque l'année passée, il s'était déjà illustré. Il va avoir 25 ans en mars, donc il arrive tout doucement au bon âge, je vais dire. Et lui aussi, une victoire en Andalousie, 2e à la Classica Almeria. Ça va être un client pour Kuurne, je pense, vraiment. Ouais, pour compléter sur Tom Krabbe, il est en fin de contrat. Ouais. Et je pense, messieurs Bourlard, messieurs Rodolphe, messieurs Forêt, que si vous ne l'avez pas encore contacté, il faudrait y penser assez vite. Il a aussi très certainement une marge de progression par rapport à l'équipe dans laquelle il est, sans aucune insulte ou, très bonne école, ou sans dénigrer Flanders Baloise, qui est une très bonne école. C'était avant, ça s'appelait Vlaanderen 2002, avant, où il y a eu Tom Stales, Wout van Aert. Il y en a eu beaucoup de grands coureurs sont sortis là. C'est sûr. Mais en tout cas, là, il est parfois un peu seul dans les sprints, ce qui est normal aussi. C'est une équipe qui n'a pas les moyens des grandes écuries World Tour. On peut aussi parler de matériel, c'est peut-être pas l'équipe la mieux lotie, donc c'est sûr que s'il passe en World Tour la saison prochaine, ça peut être une j'ai vu le nombre de sprinteurs belges qu'on a. De plus en plus. Dingue, Après quand même avoir connu un creux avant l'arrivée de Tim Merlier, mais c'est sûr que ça fait du bien. On passe au premier débat. 6 victoires cette saison, mais du pain sur la planche en montagne pour Remco Evenepoel. Quel bilan tiré du premier bloc de course de Remco, le quiz, messieurs. La dernière fois que Remco a terminé 10e ou pire d'une course par étape avec un chrono, c'était quand ? Tirreno Adriatico. Non, c'était en 2023. Oui, je croyais que c'était Tirreno Adriatico cette année-là. C'était la Vuelta 2023 quand il a sa défaillance et puis un très grand tour. Oui, il passe à travers. Ouais. Mais sur les courses d'une semaine, c'était le Tour de Suisse 2022, 11e. Ici, où il a craqué aussi en montagne. On a parfois parlé de l'importance pour Remco d'avoir une préparation hivernale complète. Lui-même parle, et on l'a déjà dit ici aussi, de l'importance d'avoir eu un stage en altitude. Comment on explique ça finalement, David ? Je pense que ce qu'on a sous-estimé, moi le premier, c'est effectivement, je l'ai vu à Valence, je l'ai vu en pleine forme à Valence, où il a pu montrer ses progrès en termes d'explosivité, mais
Remco, il n'a pas encore fait ce stage en altitude dont tu parles. Il va le faire maintenant. Il va prendre une semaine de repos, puis ils vont aller au TID. Donc, j'espère pour lui, je dis bien j'espère, que ça changera la donne pour le Tour de Catalogne et que, comme il le dit, il sera plus fort à ce moment-là. Ici, on a bien vu que sur des pentes raides, il est trop court par rapport au meilleur. Mais je rappelle qu'un Tiberi a fait un stage en altitude. Del Toro, c'est un phénomène. Del Toro sera peut-être injouable pendant toute l'année, ça on verra. J'ai regardé, Del Toro, il n'a pas encore fait d'altitude. En tout cas, les sorties qu'il a partagées au Mexique, c'était au niveau de la mer. Voilà, c'est ça. Donc lui n'a pas encore peut-être fait... encore une marge de progression. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui, il a ça, mais on sait que Remco, de toute façon, être au niveau d'un meilleur grimpeur, il ne le sera jamais. Ça, on sait très bien. Au moment où il y a la Vuelta, il la gagne, c'est le cas aussi. Il fait des différences sur les chronos et puis il tient. Donc c'est comme ça. Mais ici, effectivement, ce qui est un peu décevant, c'est que dès la première montée, il lâche. Alors, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Je sais que lui a dit qu'il était peut-être pas très frais de la veille. Il avait poussé du 68, je pense. Mais bon, il est passé 2 fois à travers des rendez-vous où on l'attendait. Bon, finalement, son début de saison, j'ai essayé de trouver du positif, n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il a quand même 6 victoires d'étape. Il a gagné le Tour de Valence. Mais on verra une nouvelle saison commencer au Tour de Catalogne. Ma question, mon interrogation, c'est peut-être est-ce qu'il n'a pas trop roulé aussi en compétition ? Ouais. Jean-Marc, on a entendu parler d'une clim qui lui a fait passer une mauvaise nuit la veille de Djebel Mobra, la première arrivée au sommet. Au lendemain de Djebel Lafitte, au moment de tirer le bilan de la semaine, il parle d'un petit rhume après Valence, de fatigue toute la semaine, de sensations moyennes. Attention quand même à ne pas devenir monsieur bonnes excuses peut-être. Non, mais j'ai entendu son discours à la fin exactement de l'UAE Tour. Là, il est quand même beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'il a montré, en cherchant moins d'excuses, en disant tout simplement qu'il était pas à niveau. Ouais. Ceci dit, c'est un peu de sa faute si on s'est enflammé. Parce qu'il a fait un début de saison canon, parce qu'il voulait, 1, nouvelle équipe, 2, marquer son territoire. C'est légitime. Voilà, montrer que c'était le patron. 3, il avait une meilleure équipe autour de lui. Ça n'excuse pas son couac, mais peut-être que ça aurait davantage pu le camoufler. Je vais un tout petit peu revenir en arrière quand même. Il change d'équipe. Nouvelle méthode d'entraînement. Il l'a dit lui-même. Il va essayer d'être plus explosif sur des moments plus courts, les fameuses 5 minutes pour essayer de suivre Pogacar. C'est nouvelle méthode d'entraînement, nouvelle structure, nouveaux équipiers. Et donc, je pense qu'on a cru peut-être un peu tôt que l'adaptation était faite. Tu rajoutes à ça peut-être son rhume, peut-être sa clim, admettons. Tu rajoutes à ça pas de stage en altitude. Tu rajoutes à ça que le plateau de l'UAE, il y avait du costaud, il y avait Tiberi, il y avait Del Toro. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas Tiberi et Del Toro, c'est plutôt ceux qu'il y a entre lui et ces deux-là. C'est-à-dire que Félix Gall, Van Eetveld, etc., ce sont des gens avec lesquels, normalement, il doit être, ou être même un peu au-dessus. Ce sont des gens qu'il a battus quand il a gagné l'UAE Tour en 2023, sans stage d'altitude. Exactement. Donc voilà, moi je mettrais plutôt ça sur le compte du changement d'équipe et de nouvelles méthodes d'entraînement qu'il doit assimiler, parce que lui s'est senti peut-être à Valence ultra fort. Je crois qu'il l'a dit. Il volait, et il s'est dit, ça y est, c'est parti, je vais faire une saison canon. Et là, finalement... Une petite claque à cette époque-ci de la saison, ça fait pas de mal. C'est exactement ce que je rebondis là-dessus parce que c'est exactement ce que son entraîneur Dan Lorang a dit hier soir. Il a dit on pensait que tout irait très bien parce que Remco avait assimilé très vite les nouvelles méthodes d'entraînement, mais non, il a changé de méthode d'entraînement. C'est étape par étape et je l'avais averti qu'il y aurait des moments moins bons. Maintenant, on va travailler à la suite, etc. Je crois qu'il n'aime pas ça. Je crois qu'il n'aime pas ça. Se retrouver lâché lorsque c'est la première vraie montée quasiment de la saison, à mon avis, dans son orgueil, ça doit faire mal quand même. Je taquine volontairement en parlant de Monsieur Excuse, parce que c'est aussi des critiques qu'on peut entendre parfois sur les réseaux sociaux. À l'inverse, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'attitude. Pas d'énervement. Non. Le lendemain, à chaque fois, on l'a vu bouger sur les étapes plates, comme pour se dire, allez, je me reprends en main, la course continue, je fais des efforts qui me seront utiles. Je le trouve plus mature, plus serein qu'avant. Maintenant, on est au début de saison.
C'est vrai qu'il a 6 victoires. On ne peut pas lui reprocher grand-chose au niveau comptable. C'est plus de la moitié des victoires de Red Bull cette année, c'est lui. On verra plus tard dans la saison. Mais effectivement, moi, je le trouve très très calme, très disponible après les étapes, même quand ça va moins bien. On se souvient d'une époque où il ne voulait pas parler quand ça n'allait pas. Il a évolué dans tout ça et maintenant je pense qu'il est vraiment arrivé à maturité à ce niveau-là. En fait, pourquoi entre guillemets on s'inquiète, c'est parce qu'on est tous déjà... On se projette déjà tous. On se projette déjà tous à Liège-Bastogne, j'ai le fameux face-à-face avec Pogačar, et on s'en projette en Tour de France, puisque lui-même a déclaré, ça c'est dans sa nature, je veux me rapprocher de Vingegaard et de Pogačar. Et donc on se dit, mais s'il se fait lâcher par Félix Gall, j'exagère, comment il va faire pour suivre les deux autres? C'est au mois de juillet. On est fin février. Voilà, exactement. Oui, et puis on est fin février. Il n'y a pas eu de stage en altitude, l'équipe n'était pas la même. Voilà. Oui, non, mais on ne perd pas confiance. Quand il fait podium du Tour, il est loin du compte au Dauphiné 3 semaines avant. Tout à fait. Donc exactement. Et il a une équipe moins forte autour de lui qu'il va avoir en principe avec Bora. Oui, bien sûr, là n'est pas la question. On n'est pas en train de dire qu'il sera hors du coup au Tour de France, mais... Non, mais c'est pour ça qu'on se pose des questions. Ouais. Mais on comprend aussi dans son discours de dimanche soir qu'il était quand même plus confiant que ce que les résultats ont été. Donc je pense que même lui est un petit peu redescendu sur terre. Je prends la comparaison avec un Lipovic par exemple, qui roulait aussi cette semaine. Je ne sais plus si c'était en Andalousie ou en Algarve. Lipovic a expliqué avoir été vraiment malade. Après, mais il termine derrière Daniel Felipe Martinez, qui normalement va être à leur service dans le Tour de France, tout ça pour dire effectivement qu'on est en février et qu'on n'est pas au mois de juillet. Autre chose, messieurs, à retenir de ce Tour UAE, on a revu un Van Velt quand même plus ou moins à son niveau. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de le revoir à ce niveau-là. J'espère vraiment que le garçon ne va pas avoir les pépins qu'il a eu l'année passée. Ouais. Parce que... Il a fait top 3 sur l'étape Rennes. Son dernier top 3, j'ai regardé, c'était au Tour de Catalogne l'année passée. Il aime bien cette épreuve. Hein. Il aime beaucoup cette épreuve. Il aime beaucoup les épreuves exotiques en général. D'autres choses qui vous ont marqué, les 3 victoires de Milan, on ne va pas épiloguer là-dessus, il était un cran au-dessus. Et pour le moment, Merlier n'est pas là. Pour le moment, Milan est, je pense, tout seul sur sa planète. J'attends de voir Philipsen. Mais il y en a un qui repointe le bout de son nez après une saison catastrophique. Exactement. Ouais. Après une saison catastrophique, c'est Girmay. Il faudra voir. Faudra voir dans un sprint avec Emanier qui semble progresser, mais la transition est toute trouvée. On va parler un peu du Tour d'Algarve. Où s'arrêtera Paul Sexas? Ça va être la question de ce deuxième débat. Sexas, il a fait top 10 en Lombardie pour sa dernière course de la saison à 19 ans et 17 jours. À quand remonter une telle performance sur un monument? À 19 ans? Oui. 19 ans, 17 jours. Quel était le dernier coureur avant lui? Ou je ne vais pas vous demander le nom du coureur parce qu'il est introuvable. Mais en quelle année le nom du coureur est introuvable. Oui. Je peux vous le dire, Luigi Cuppi, à Milan-San Remo. On parle d'un monument. C'était en 1917. Non. Donc on est sûr de son âge. Il n'y avait pas de carte d'identité à l'époque. Donc effectivement, c'est quand même un phénomène de précocité. On l'a déjà dit beaucoup de fois. Première victoire pro à 19 ans cette semaine au sommet de la Foya. C'est le même âge que Evenepoel, à quelques jours près. Ouais. C'est 1 an plus tôt que Pogačar. Ouais. Est-ce que ça vous a surpris déjà ou est-ce qu'on s'attendait quand même à le voir encore franchir? Moi, ça m'a pas surpris pour côtoyer les journalistes français qui, nous, on s'emballe avec Evenepoel, mais eux s'emballent avec Sexas, je pense, encore 10 fois plus. Mais pour les entendre parler depuis l'année passée, et sa fameuse victoire au Tour de l'Avenir, je dirais que Sexas, c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui est habitué à être leader depuis son plus jeune âge. Il l'a expliqué, je suis leader. Maintenant, ma difficulté dans l'équipe actuelle, c'est de faire comprendre aux plus âgés que c'est moi qui dicte la loi, en obtenant le résultat qu'il a eu ici. Si tu gagnes, ça va aller. En obtenant le résultat qu'il a eu ici, c'est déjà passé, il a vu les gens se mettre à son service. Moi, ce qui m'a épaté chez ce gamin, c'est que jusqu'au dernier jour, il a essayé de renverser Ayuso. Ça a donné un très très beau duel, et puis il se dit déçu.
il se dit, déçu. Il se dit, je suis un peu déçu, j'aurais voulu gagner. Ça, c'est vraiment énorme de la part d'un gamin de 10 ans. Il était déçu aussi après le contre-la-montre. Moi, c'est peut-être là qui m'a impressionné le plus cette semaine. Il fait 4e du chrono. C'était un chrono quand même relativement plat. 4e à 13 secondes de Ghana et devant des mecs comme Kung, c'est incroyable, comme Vauquelin, qui sont quand même des spécialistes. Donc, on sent qu'il prépare déjà les grands tours, qu'il bosse sur son vélo de chrono. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il doit aller au Tour de France ou pas ? C'est visiblement pas encore décidé, mais on entend que c'est une possibilité déjà dès cette année. Moi, ce qui m'a... On en parle... Enfin, on lit tous la presse française et on a effectivement l'impression qu'ils ont le nouveau Bernard Hinault ou le nouveau Laurent Fignon. Il y en a plusieurs comme ça qui ont été... pour lesquels ils sont emballés et puis finalement, ça s'est calmé. Ceci dit, c'est que ça... Moi, j'ai lu une interview de lui où il sortait de 2 mois de stage. 2 mois de stage où il disait... Moi, j'ai pas vu mes parents, j'ai pas vu ma copine. Attention quand même, le burn-out, ça existe dans le sport de haut niveau. Je sais, j'ai écouté votre podcast. Juste là, faut quand même faire gaffe. Par contre, première épreuve où il se frotte à des vrais, Ayuso, Almeida, Only, etc. Il est là. Il est là. Et ça, c'est la marque d'un grand. C'est la marque d'un grand de pouvoir aller battre des types qui ont déjà de la bouteille, qui ont déjà gagné des vraies courses. Donc ça, c'est épatant. À la question, doit-il aller au Tour de France ? Alors, tout va dépendre, du sponsor, parce que je pense que le sponsor le nouveau sponsor qui a mis plein de pognon, là, les CGA. Je pense qu'ils vont avoir envie d'avoir une tête d'affiche autour. Ceci dit, sportivement parlant, quand on gère une carrière, souvent, on passe par un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est la Vuelta. Ouais. Sur la Vuelta, d'abord, on voit ce qu'on vaut sur un grand tour, avec quand même avec des gens, des vrais adversaires. Je rappelle que Remco l'a fait. C'est là peut-être qu'il pourrait apprendre plus que ramasser toute la pression française sur ses épaules pendant un Tour de France. Et tu cites Remco, un certain Pogacar a fait 3e de la Vuelta en 2019 avant de gagner le Tour en 2020. Moi, je pense pas qu'ils le mettront directement au Tour. Moi, j'espère que non, en fait. Même si on sait qu'il y a une pression derrière. Même d'ASO. Le public va vouloir, ASO va vouloir. Comme tu l'as dit, l'un des sponsors voudra sûrement, mais je pense que ce serait vraiment faire une erreur, sauf si ce type est vraiment extraordinaire, mais là ce serait faire une erreur de le lancer directement. Il faut effectivement passer par ce tour intermédiaire, et comme le dit Jean-Marc, le premier tour qu'ils ont tous fait, tous les grands faits, c'est la Vuelta. Et là, un Sexas en pleine forme, moi j'exclus pas qu'un Sexas puisse aller faire top 3 à la Vuelta en fin de saison. Ça va dépendre aussi peut-être de son printemps. Les prochaines courses prévues, l'Ardèche pendant le week-end d'ouverture, mais donc ce sont les courses françaises qui se déroulent pendant le Newsblad et Kurn. On a l'Ardèche et la Drôme, là où il a fait quand même, on le rappelle, podium des championnats d'Europe l'année passée. Sur qui sont des courses pour lui en fait. Qui sont des courses pour lui. L'Estrade Bianche, pour l'instant, figure à son programme. Je ne sais pas si ça se confirmera. Puis le Pays Basque, les Ardennaises. S'il va faire un podium à Liège-Bastogne-Liège, ça devient encore peut-être plus dur de ne pas le mettre au Tour de France. Et ce que j'aime bien dans le programme que tu viens de me citer, c'est que il va se frotter à des épreuves quand même différentes. Stade Bianche, il y a des coureurs qui n'y vont pas parce qu'ils savent qu'il faut rouler en gravel et qu'ils aiment pas ça. Donc ça c'est bien. À 19 ans d'aller il est en train de construire exactement de manière très intelligente. D'aller quelque part se tester. On ne demande pas qu'il gagne. Enfin, s'il gagne, effectivement, c'est phénomène. Et Liège-Bastogne-Liège, c'est très intéressant. Il faudra voir dans quel état de forme il se trouve à ce moment-là. Mais Sexas, Pogacar, Remco Evenepoel, dans la Redoute. Et l'année passée, il fait 7e de la Lombardie, si je ne me trompe pas. Une épreuve du même style que Liège-Bastogne, très, très difficile, usante. Là, il est plus fort maintenant. Alors peut-être que Pogacar sera plus fort qu'en Lombardie, même si ça va être difficile. Mais Sexas, en principe, sera plus fort à Liège-Bastogne-Liège qu'il n'était en Lombardie. Or, il a déjà fait 7e pour son premier monument. Donc, si le gamin, et je pense vraiment qu'il a bien la tête sous les épaules, gère très bien ça, on peut vite le voir parmi les candidats à la victoire sur des courses importantes. Mais la question que tu as envie de poser, mais que tu ne poses pas, est-ce que Sexas va gagner le Tour de France ? C'est ça la question. Cette année, est-ce que sans doute. Sexas va un jour gagner le Tour de France ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est bien parti pour. Ça va dépendre d'un certain Pogacar aussi. Ça va dépendre de Pogacar. Il a quel âge, Pogacar? 26? Oui, tout jeune. 26, enfin tout jeune. Il a 26, il a déjà gagné, il a beaucoup d'expérience. Peut-être que Pogacar un jour ne viendra pas sur le Tour de France en disant j'en ai déjà gagné 5. Ce jour-là, tous les autres iront. Ouais, oui, mais voilà. Donc, mais je pense que les Français peuvent croire en une victoire au Tour de France dans les 5-6 ans qui viennent. Oui, c'est sûr. Soyons de bon compte. Si c'est le cas, on leur dira qu'ils avaient raison de s'emballer aussi. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est plus proche de s'emballer avec eux que de dire c'est n'importe quoi, comme on pouvait le dire quand c'était, désolé pour lui, Sandy Cazard, par exemple, il y a 15 ans. Enfin, ils ont quand même été tout près avec Pinot et Bardet. Hein. Mais faut dans pas un autre style. Si loin que ça, Près et loin à la fois, quand même. Kevin Vauquelin, il y a eu une véritable... Une hype Vauquelin l'année passée sur le Tour, mais là, tous les journalistes français ont dit oui, mais il ne gagnera jamais le Tour de France. S'il fait top 5, c'est magnifique, etc. Et c'est très bien, mais on ne parle pas du même style de coureur. Ceci dit, on a un petit peu oublié, mais Alaphilippe était à 2 doigts de gagner le Tour de France. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Sans la dernière étape de Bernal, Alaphilippe gagne le Tour de France. Ouais, donc voilà. Il faut parfois les circonstances. Hein. À ça d'arriver pile au bon moment avant l'ère Pogacar, mais finalement c'est Bernal qui en avait profité. Autre chose à retenir du Tour d'Algarve, tant qu'on est là-dessus, il y a un Arnaud Delis qui est de bonne humeur, qui s'attache pas trop aux résultats pour l'instant, qui se sent en confiance avant le Newsblad. Ouais, justement, je trouve que c'est très 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 bien de voir Arnaud Delis comme ça, détendu. Il se souvient sans doute par où il est passé l'année passée, et donc là il y va cool, détendu. La fusion ne l'a absolument pas perturbé. En même temps, ils ont tout misé sur lui. Hein. Non, mais voilà, mais justement, en liquidant l'autre. On aurait pu penser, il veut peut-être que Girmay soit là pour que la pression soit diluée. Non, lui, il s'en fout. Il est bien là. On voit qu'il est très bien. Bon, il n'a pas encore gagné, mais c'est pas grave. Hein. Et moi, je pense qu'il fera partie des acteurs majeurs au Niblat. Ayuso, il faut quand même en parler un petit peu. Première réussie pour sa nouvelle équipe. On l'a même vu travailler dans un sprint pour Teutenberg. J'avais dit il y a quelques semaines que pour moi, Ayuso, cette année, ferait une toute grosse saison et j'en suis persuadé. Je pense que on connaît l'ego, hein, mais il doit. Ouais, en tout cas, on le sent mieux intégré. Il doit. Mais j'ai l'impression que chez Lidl, il a tellement montré que moi je suis fort. J'ai l'impression que chez Lidl Trek, ils savent ce qu'ils ont investi donc beaucoup dessus, et donc on y va et on met tout pour Ayuso. Je rappelle que le transfert en dernière minute de Derek G, c'est aussi pour ça, c'est pour venir aider Ayuso. Donc moi j'attends de le voir au Tour de France avec. Mais il va falloir aussi qu'Ayuso, on l'a vu ici, j'espère que c'est pas un coup dans l'eau ou un one shot si je puis dire, mais qu'il donne aussi des garanties à ses équipiers et à ceux qui peuvent éventuellement aussi gagner des étapes, par exemple. Donc je veux dire, ne pas se cacher en disant moi je fais pas le boulot. Voilà, ça fait un leader. C'est comme ça qu'on se fait respecter aussi comme leader, en gagnant et en donnant quand même un coup de main. Au petit jeu de qui est déjà passé par la case altitude ou pas pour être en forme, Ayuso oui. Donc c'était quand même assez logique qu'il tienne son rang. Tiberi oui aussi du côté de l'UAE Tour. Del Toro non. Voilà, ça peut donner des indices sur qui a encore une grosse marge de progression ou qui en a moins. On passe au troisième débat. Aura-t-on encore un vainqueur surprise au Newsblad ? Et on va enfin parler de pavés, des classiques belges et du printemps des classiques en général, mais surtout du Newsblad. Combien de coureurs, messieurs, ont été classés dans le temps du vainqueur en 2025 au Newsblad ? L'année dernière ? Oui. Dans le temps du vainqueur, 4, je crois. Non, c'est un sprint, 35, 40 49. Oui, c'est ça. Oui, non, je pensais que tu voulais dire... Oui, non, j'ai mal compris ta question. 40, sprint à 49 l'année passée. 49. C'est de plus en plus. Surprise ou pas surprise cette année ? Sprint ou pas sprint ? Moi, je dis pas sprint. Je me mouille, je dis pas sprint. Et moi, je dis sprint. Parce qu'il y en a un qui est vraiment très en forme en début de saison. Tipeee. Non, un TW. Un TW, ok. Tim Wellens. Tom Pidcock était encore sans doute plus fort en Andalousie. Peut-être, mais Wellens, c'est vraiment chaque année impressionnant. Et avec le maillot de champion de Belgique, cette année, je pense qu'il va vraiment être là. Et pour moi, si on a un qui le fait, c'est-à-dire qui gagne seul, c'est lui. Jean-Marc, plutôt sprint alors toi ? Alors, quand je vois, on n'a pas encore la liste des partants, mais on a déjà une idée.
ils viennent à peu près tous. Hein. Ouais, c'est la première course de l'année où tout le monde se rassemble au même endroit, au même moment. Si 90% des sprinters débarquent, et encore Tim Merlier n'est pas là puisqu'il est blessé, ça veut dire qu'ils ont tous dans l'idée qu'ils peuvent gagner la course. Et j'ai lu une interview de je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Arnaud Delis d'ailleurs, qui disait « Ça ne m'étonne pas que les sprinters viennent parce que c'est moins dur que Kurn-Bruxelles-Kurn du lendemain. » Alors qu'auparavant, c'était l'inverse parce qu'ils ont un peu changé la disposition de la course. Donc je pense que quand il y a autant de sprinters, il y a autant d'équipes qui vont essayer de contrôler la course, Tim Wellens ou pas Tim Wellens, il va être contrôlé par plusieurs équipes. Je dis ça aussi parce que ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Non, mais moi aussi, je dis juste que dans le déroulement de ma course, ça me paraît improbable avec le plateau qu'il y a là. Mais bon, pourquoi pas. Alors tu parlais de vainqueur improbable. Bon, moi je vois bien un Abrahamsen par exemple. Aussi. Oui, lui il a fait un hiver essentiellement sur home trainer avec des séances incroyables. Voilà. Si vous êtes un peu sur ce travail, il faut aller voir. C'est fou ce que ça inflige. Donc je pense qu'il doit être capable d'envoyer du lourd. Un élément en faveur d'une échappée potentielle, c'est toujours le vent qui est très important au Newsblad. L'année passée, il était de face. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un certain Stefan Küng qui s'était isolé en haut du Bosberg. On s'était dit il va enfin en gagner une. Vent de face sur tout le retour, il est repris à 1 km de l'arrivée, sprint à 49. Il va faire beau, voilà. Je crois, samedi. Il devrait faire week-end, tu vois, sec. Il devrait faire sec et vent cette fois favorable aux échappées. Et ça, c'est la même configuration qu'il y a 2 ans quand Tratnik et Pollitt sortent en haut du Bosberg et vont au bout. Donc on pourrait aussi peut-être avoir ce scénario où les meilleurs sont ensemble au sommet du Bosberg et c'est des lieutenants qui en profitent pour se faire la malle. Dans tous les cas, c'est une course qui est de plus en plus difficile à faire exploser, ça c'est sûr. Tu vois qui, toi, David cite Tim Wellens, tu vois qui comme animateur de cette course ? Comme animateur ou vainqueur ? Animateur, on passera au pronostic après. Je pense que tous ceux qui n'ont aucune chance au sprint massif vont tenter de partir. Et comme tu le dis, s'il y a une vraie échappée, c'est-à-dire avec ce que tu appelles des lieutenants, mais Tim Wellens c'est plus qu'un lieutenant sur une course comme celle-là, s'ils partent à une petite dizaine avec des rouleurs, en se disant chacun a plus ou moins sa chance de gagner, effectivement c'est possible. Je crains quand même le contrôle de la course par les équipes des sprinters. Il y en a trop en fait. Mais quelqu'un qui peut se glisser dans une échappée comme ça et faire très mal aussi, c'est Van Aert. On n'en parle pas. Oui, j'allais amener le débat sur Wout, évidemment. La question est de savoir dans quel état il sera. On n'en parle pas beaucoup. Maintenant, si sprint massif, à mon avis, il va devoir s'effacer pour Brennan. Voilà. Oui, Brennan est pour l'instant annoncé. Vous ne nous en voudrez pas si la start list change quand vous voyez ce podcast. Dylan Van Barle, il vient. Et Dylan Van Barle vient. C'est aussi un deuxième... comment dire ? J'aime pas le terme deuxième couteau, mais... Un second front, si je peux dire, par rapport à celui qui est le favori de l'équipe. Oui, qui a quand même déjà gagné cette course et qui a affiché en Algarve une forme assez c'est pour ça que je cite son nom. Laporte a aussi montré de bonnes choses, mais vient de casser la gueule. Ça, c'est plus embêtant, mais c'est quand même rassurant de le voir son niveau. Sincèrement, quand tu as demandé votre favori, j'avais pointé Laporte, mais c'était avant qu'il se casse la gueule hier. Donc, il faut toujours te remettre d'une chute. Je ne sais pas si elle était grave ou pas, mais il n'y a pas de fracture. Il y a toujours des séquelles. Il a quand même abandonné. Voilà, quand on regarde juste 2 équipes qui ont un collectif assez impressionnant, UAE comme à chaque fois, mais Wellens, Vermeersch, Ergots, Pollitt, tout ça, ça s'est roulé très vite. Et puis il y a de l'autre côté, pour Magnier, aussi des gars, Stuyven, Lampard, Van Barle, on vient d'en parler. Ça peut donner pas mal de spectacles. Moi, je m'attends à un Newsblad très très animé et très spectaculaire. Oui, Visma qui ne rechigne jamais à mettre le bordel, pour le dire ainsi. Qui aura Brennan en carte sprint, Van Aert, Laporte, j'en oublie, Zingley qui était aussi quand même assez fort. Je pense que Van Aert va avoir un rôle clé dans cette course. C'est lui qui peut la dynamiter, avec Pidcock sans doute. Pavé, hein. Ouais. Sur les secteurs pavés, là, un Van Aert à niveau peut effectivement tout faire exploser. Mais actuellement, peut-être que David en sait plus que moi, je suis incapable de dire quel est son niveau. On a 0 repère. Non, voilà, on n'a pas de repère. Donc on le verra samedi en fait.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est de bonne humeur, il sourit tout le temps. À chaque fois qu'on le voit sur des clichés, il fait des blagues et des trucs comme ça. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il va bien, il fait des sorties tout à fait normales à l'entraînement aussi. Donc moi je le vois bien quand même être l'un des animateurs de la course. Oui, on a cité donc Wellens, Pidcock, Abrahamsen, j'ai aussi noté Vacek. Ouais. Qui est généralement très fort dans le mur de Grammont à chaque fois que la course passe par là. Pidcock, ça sera aussi sa seule classique flamande du printemps. Imaginons qu'il la gagne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change son programme ou est-ce qu'on reste sur les Ardennaises? C'est une très très bonne question. Moi, je changerais son programme, mais après, j'ai jamais roulé à vélo, donc... Je remarque, toi qui as tant d'heures à vélo. c'est ça. Mais parfois, l'appétit vient en mangeant, en disant, je me sens tellement bien que je sens que je peux faire quelque chose sur les courses suivantes. Il a aussi l'Estrade Bianche comme gros objectif. Ouais. C'est pas forcément compatible avec toutes les classiques belges. On ne peut pas tout courir, évidemment, surtout si on veut tenir jusque Liège. D'autres choses à signaler. Côté sprinter, on a déjà cité Dely, Philipsen, Groves. On ne sait pas encore vraiment qui sera là chez Alpecin. Philipsen a quand même prouvé qu'il était un petit cran en dessous pour l'instant. Je pense que Philipsen est en dessous. Un dont on n'a pas parlé, c'est Girmay. Girmay, effectivement. Ouais. Et Girmay, lui, il est là depuis le début de l'année. Lui, je pense qu'il a vraiment repris du poids. Le changement de l'équipe lui a fait du bien. Ouais, il n'en touchait plus une. Voilà, il a gagné. Lui, je pense qu'il va être là en cas de sprint massif. Je dis bien. C'est quelqu'un qui peut gagner. Ouais. Bon, l'heure est au prono. On sait que c'est jamais le favori qui gagne cette course, ou presque jamais. Van Aert l'a quand même gagné il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Mais c'est devenu très rare qu'un tout grand nom gagne cette course. Lui, il doit donner à Baroudeur, puisqu'il a dit que c'était pas... Abrahamsen 1, Magnier 2, Dely 3. Bon, Abrahamsen en solo devant un sprint. On l'a compris. Jean-Marc? Moi, je vais miser sur le nouveau Tom Boonen, c'est-à-dire Paul Magnier. Je dis nouveau Tom Boonen, je ne sais pas s'il va faire la même carrière, mais sa manière de sprinter me rappelle le Tom Boonen du... Attention, quand les Français s'emballent pas trop sur un gars, c'est Jean-Marc qui va dire « Ouais, c'est le nouveau Boonen ». Alors, ceci dit, les Français parlent maintenant des fameux deux Paul, donc Paul Sexas et Paul Magnier. Donc je pense qu'ils se rendent compte... La différence avec la presse belge, c'est que la presse française, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent des classiques, mais un peu quand même, et donc ils s'excitent pour le Tour de France. Mais si Magnier gagne Nieuwsblad, t'inquiète pas, ils vont... Donc Magnier a fait 2e l'année dernière, il a prouvé qu'il savait gérer ce type de course. L'année dernière, il s'est fait un peu surprendre, je dirais. Je pense qu'il était déjà sans doute le plus fort. Ouais. Et là, je pense qu'il a encore pris de la bouteille, donc ce serait bien qu'il en claque une. Puis il y a un 3e pôle en France, la Pera, qui a gagné le Tour des Alpes-Maritimes hier. Donc ils ont un vrai sprint, quoi. Magnier, Girmay, Philipsen. Ok. Pour avoir moi, je vais plus être du côté de David, en espérant que la météo ne change pas et que ce vent favorable permettra aussi une course de mouvement. Et alors là, j'y vais pour la grosse cote, je m'en fous. Tim Van Dijk, qui avait tenté avec Kung. Ça, c'est une grosse cote. J'ai été chercher dans une équipe qui n'a pas de sprinter. Je pense que ce sera obligatoire, ou en tout cas Meus est un sprinter, mais est-ce qu'on voit Meus s'accrocher dans le Bosberg, dans le mur de Grammont? Difficile, je pense. Difficile. Normalement, non. Peut-être c'est une équipe avec Pitty, Tim Van Dijk, etc. qui pourrait tenter des choses. Kung, ce serait bien qu'il retente la même et qu'il en gagne une. Enfin, je pense que tout le monde serait content. Mon pronostic, Tim Van Dijk en solo devant, comme toi, Magnier. Si j'étais toi, j'irais quand même mettre de l'argent, parce que si jamais ça gagne... Ne tracasse pas, Jean-Marc. si jamais ça touche, on ne se verra peut-être pas au prochain Radio Photo. On se retrouve la semaine prochaine, ce ne sera donc pas moi au Grand Radio. Trêve de plaisanterie, il y aura une surprise la semaine prochaine dans Radio Peloton, donc soyez connectés. À bientôt. Radio Peloton.